Harlem Désir, numéro 2, secrétaire national, député européen du Parti Socialiste, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le PS est sur le pied de guerre, notamment pour défendre la retraite à 60 ans, héritage des années Mitterrand. La même période de référence s'impose, semble-t-il, pour analyser le ton radical et même brutal utilisé par Martine Aubry à l'encontre du chef de l'État. Martine Aubry qui cherche apparemment à s'assurer le leadership à gauche. Avec moi pour vous interroger, Harlem Désir et Gaël Descré-Dulou, de 20 minutes, notre partenaire. Bonsoir. D'abord, Harlem Désir, votre réaction à la demande de démission du chef de l'État, formulée par l'avocat des familles des victimes de l'attentat de Karachi. Un rapport policier du Luxembourg relance, sans apporter de preuves, les soupçons de rétrocommission vers la France via une société offshore qui avait été créée en 1994 avec l'aval du ministre du budget de l'époque, Nicolas Sarkozy. Comment réagissez-vous? Que demandez-vous? D'abord, cela semble indiquer que toutes les informations, toutes les pièces de ce dossier n'ont pas été communiquées à la mission d'information qui a été créée à l'Assemblée nationale. Et donc, il est temps que toute la clarté soit faite sur les événements qui se sont produits au moment où ces contrats ont été passés avec le Pakistan. Par conséquent, je crois que ce qu'il faut demander, c'est que le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, le ministre de la Défense et le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy, qui ont été visiblement en charge de cette transaction, des commissions qui ont accompagné ce marché, donnent toutes les informations que les Français attendent, auxquelles également les familles des victimes sont en droit dont les familles des victimes sont en droit d'avoir connaissance, et que le secret défense soit levé pour que cesse d'exister un soupçon qui finit par entacher la réputation de la France, y compris auprès, semble-t-il, de pays étrangers et y compris de partenaires de l'Union européenne. Donc la levée du secret défense, la transparence, mais pas d'appel à la démission. Ce qu'il faut d'abord, c'est connaître la vérité. Toute la vérité, c'est ce que les acteurs de l'époque, encore une fois, le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre du Budget de l'époque, doivent aux Français et doivent aux familles des victimes. Alors pour l'instant, il faut dire que la mission parlementaire que vous avez évoquée, Harlem Désir, n'a pas de certitude sur d'éventuelles rétrocommissions. Et n'écarte d'ailleurs pas, par ailleurs, la piste islamiste dans l'attentat de Karachi. Les hypothèses restent ouvertes, plausibles, toutes. Pour l'instant, il reste une espèce de brouillard autour de cette affaire. Et malheureusement, la seule chose que nous savons, c'est qu'elle s'est soldée par la mort de plusieurs de nos compatriotes, des employés de la DCN. Il faut donc que la vérité soit faite et qu'elle éclate au grand jour en ouvrant toutes les pièces du dossier. Le Parti Socialiste, 2012, plus que jamais bien sûr dans toutes les têtes, les primaires pour désigner le candidat du Parti Socialiste à la présidentielle se dessinent, Harlem Désir, mais on ne comprend plus très bien à quoi vont servir ces primaires, puisqu'on nous dit qu'il y a un accord préalable entre les principaux postulants, je pense bien sûr au pacte évoqué entre Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn, sachant que Ségolène Royal aujourd'hui veut se joindre à une sorte de troïka. Est-ce qu'il y a un pacte ? Non, il n'y a pas de pacte. D'abord, il y a une volonté d'innover en permettant à tous les citoyens, toutes celles et tous ceux qui souhaitent un changement, qui souhaitent une alternative à la politique de Nicolas Sarkozy et qui veulent la victoire d'un autre projet porté par une autre personnalité, un candidat ou une candidate, de participer à la désignation de ce candidat. Il y aura plusieurs candidats. Je voudrais dire d'abord que tout cela aura un sens si ce candidat est porteur d'une vision d'avenir. C'est ce à quoi nous travaillons. Nous avons, vous le savez, tenu une grande convention sur un nouveau modèle de développement économique et social. Nous allons continuer à travailler dans les mois qui viennent sur notre projet pour l'Europe et pour une nouvelle politique étrangère de la France, notre vision de la mondialisation. Nous allons travailler sur les nouveaux droits, l'accès à l'éducation, l'égalité réelle de nos sociétés. C'est le fond, c'est le fond. Donc, ça, c'est le fond. Non, mais c'est pour dire que cette primaire, pour nous, elle prend sens parce que celles et ceux qui solliciteront les suffrages auront eux-mêmes participé à l'élaboration de ce projet. Ensuite, les personnalités qui le souhaiteront seront candidates. Un certain nombre de celles et ceux qui sont vus d'ailleurs par les Français comme pouvant incarner demain une candidature à l'élection présidentielle disent « nous ne renonçons à rien ». Vous avez vu qu'aucun n'a dit qu'il renonçait, mais nous voulons aussi, au moment où ce choix aura à être fait, celui d'être candidat, parler entre nous et voir
quel est celui ou celle qui peut-être est le mieux à même de porter les couleurs de la gauche. Donc il y aura un accord préalable. On a senti aussi dans les déclarations de Ségolène Royal il y a quelques jours que les choses se jouaient plus ou moins entre les trois principaux. Enfin, elle s'autodésignait comme principale candidate avec Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Qu'à trois, une sorte de troïka s'entendait. Jusqu'à se répartir les postes, peut-être. Mais il y a beaucoup de personnalités qui ont indiqué, vous avez cité des noms, et il y en a d'autres. Comment avez-vous pris la sortie de Ségolène Royal, ces déclarations ? Comme le fait qu'elle prenait en compte la nécessité aussi pour les socialistes de gagner en étant rassemblés. Et donc, il y a deux façons. Il y en a une qui serait que toutes celles et tous ceux qui peuvent avoir une vocation à être candidats disent « je me présente » et puis on verra bien après. Mais il peut aussi y avoir une volonté de la part d'un certain nombre de responsables de dire au fond, si on peut nous aussi contribuer à donner de la force à une personnalité qui nous semble être plus en situation. Alors, votre position à vous, Harlem Désir, là-dessus, ma position, sur cette espèce d'entente préalable aux primaires. Mais d'abord, je veux vous rassurer, si cela peut vous rassurer, il y aura plusieurs candidats. Nous le savons, nous le voyons bien. Deuxièmement, ces primaires seront un succès, non pas si elles divisent. Il ne s'agit pas pour les socialistes d'organiser je ne sais quel spectacle pour mettre en scène des divisions. Il s'agit d'offrir la possibilité d'un choix, donc il y aura plusieurs personnalités, mais surtout de réussir... toujours sur ce choix, parce que vous dites qu'il y aura concertation avant... Il ne faudrait pas que tout ça tourne à la blague belge, c'est-à-dire que quand les socialistes sont divisés, qu'ils mettent plus en avant l'affrontement des égos que le débat des idées, on le leur reproche. Et c'est le cas notamment de vous, les journalistes, et des Français qui n'apprécient pas cela. Les journalistes et puis, quand les déclaration de Ségolène Royal. Et puis quand les socialistes se rassemblent, comme ils l'ont fait pour adopter des propositions sur les retraites, pour adopter de nouvelles propositions économiques et sociales, pour adopter des propositions sur la rénovation du Parti socialiste, on leur dit « Ah ben non, c'est pas du jeu ». Mais vous savez, ce que les Français attendent des socialistes, c'est qu'ils avancent des propositions et qu'ils le fassent ensemble. Quel est votre choix ? Si je vous cite Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry, qui semble être peut-être la candidate naturelle, puisqu'elle est en charge du parti aujourd'hui, est-ce que vous pouvez là, ce soir, exprimer un choix ? Michel Grosser, il ne vous a pas échappé que le premier choix que nous avons fait, ça a été de dire qu'il fallait faire les choses dans l'ordre. C'est pour ça que, peut-être d'une façon un peu insistante, j'ai dit tout à l'heure que nous étions... Non. Le premier choix, c'est de travailler sur un projet. Parce que les Français et notre pays ont besoin d'avoir la possibilité d'une autre politique que celle qui est menée. Deuxièmement, c'est de se mettre d'accord sur une méthode et un calendrier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble. Et nous avons eu un grand débat, vous le savez, hier dans notre bureau national. Et maintenant, les militants vont être saisis d'une proposition. Et je crois qu'on s'oriente vers le choix d'organiser ces primaires à l'automne 2011, suffisamment tôt avant l'élection présidentielle, plus tôt d'ailleurs que nous ne l'avions fait la dernière fois, avec François Hollande. On est encore en train de discuter, avec un dépôt de candidature qui se ferait, c'est à peu près au moment où... n'est pas encore totalement décidé. Non, parce qu'on doit encore se réunir la semaine prochaine pour justement établir un consensus autour de ces propositions. Je pense que le consensus se dessine autour de l'idée que les candidatures seraient déposées, comme le souhaite François Hollande, assez tôt, que l'on sache qui sont celles et ceux qui souhaitent concourir, donc avant l'été, au mois de juin ou au tout début de l'été. Et puis, le vote interviendrait probablement au mois d'octobre. Est-ce que c'est une formule ? Et donc, à ce moment-là, le candidat serait désigné plus tôt que nous l'avions fait la dernière fois pour avoir le temps de, à partir des travaux que nous avons menés dans nos conventions nationales, pour construire avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent un programme. Nous espérons d'ailleurs qu'il sera aussi soutenu par d'autres que les socialistes, et pour entrer en campagne et être en mesure de la mener face à Nicolas Sarkozy de façon efficace. Ces primaires, pour parler de border ces primaires, on verrouille centre-gauche, on va dire. On ne va pas au-delà, le modem persona non grata. C'est ce qu'on a lu ici là. Et par contre, à l'extrême-gauche... aucun verrouillage, mais vous voyez vous-même ce qu'est l'évolution du modem. François Bayrou, au fond, est en train de confirmer que le centre droit est plutôt rattaché à la droite qu'à la gauche, ce qui n'est pas une surprise. Il a hésité, il n'a pas voulu clarifier, et finalement, aujourd'hui, il semble qu'il revient. Lui-même a dit qu'il se situe plutôt là où a été l'origine de cette famille politique.
Oui, enfin avec quand même l'idée plutôt de renouer avec Nicolas Sarkozy, même si il a émis quand même des critiques très fortes qui ont été parfois concordantes avec les nôtres sur l'hyperprésidence, l'absence de vrai équilibre démocratique, y compris, je vous le rappelle, il n'a pas voté plusieurs des budgets, à la fois budget de la nation à cause des coupes dans les services publics, budget de la sécurité sociale. Donc c'est vrai que la logique serait plutôt qu'il s'oppose, mais il semble vouloir se rapprocher. Donc c'est plutôt notre stratégie, elle est connue. Les formations de gauche qui le souhaitent, qui participeront avec nous à l'organisation de ces primaires. En même temps, nous voulons être respectueux du choix qui peut être fait par d'autres, le Parti communiste, le Front de gauche, Europe Écologie, qui, dans la tradition de la Ve République, où il y a 2 tours à l'élection présidentielle, présente un candidat au premier tour de l'élection présidentielle, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un accord en vue de la législature, en vue d'ailleurs aussi des élections législatives, pour dire que nous constituerons ensemble une majorité de gauche, de progrès, et elle est ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent y prendre part. Arlène Désir, vous avez dit il y a un instant, on voit à peu près quels sont les postulants. Non, pas forcément. Pour vous, par exemple, Dominique Strauss-Kahn, est-ce qu'il sera candidat? Quelle est votre conviction? D'abord, il l'a dit lui-même, il n'a pas de porte-parole en France. Et il a les choses pour lui. Il a dit qu'il mettait en garde toutes celles et tous ceux qui s'exprimeraient en son nom. Je me garderai donc bien de le faire. Mais je ne crois d'ailleurs pas qu'il soit aujourd'hui dans un état d'esprit où il aurait déjà pris une décision. J'imagine que, comme il l'a dit lui-même, il souhaite qu'on le laisse travailler dans sa mission de directeur du FMI. Il est une personnalité qui, incontestablement, a une crédibilité, a mené une action économique quand il était ministre des Finances dans le gouvernement de Lionel Jospin, aujourd'hui à la tête du FMI pour la régulation économique internationale, qui représente une certaine expérience. Voilà. Si vous me demandez aujourd'hui qui a une situation de leadership au sein de la gauche, la première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, qui a remis le Parti socialiste au travail, qui a mené la campagne des élections régionales, qui a permis à ce que l'ensemble de la gauche et des écologistes se rassemblent pour le 2e tour des élections régionales, qui vient de nous aider à adopter de façon consensuelle, mais avec quand même une certaine autorité, des positions par exemple sur les retraites, qui ont été appréciées pour les Français non seulement pour leur justice, mais pour leur crédibilité, est aujourd'hui la leader de la gauche. Elle a tous les atouts. Mais elle respecte elle aussi le calendrier et les étapes que nous nous sommes fixées, et donc pour l'instant, elle veut se consacrer à ce travail. Je crois qu'il y a encore du travail à faire pour que le Parti socialiste, justement, soit porteur d'un projet pour 2012. Et le moment viendra pour ces personnalités de dire si elles veulent ou non être candidates à l'élection, à la primaire. On a compris votre choix. À vous entendre, c'est la candidate naturelle. Mon choix, c'est de continuer à seconder et à aider Martine Aubry dans ce travail. Absolument. Dans ce travail. Moi-même, je veux m'astreindre à respecter le calendrier que nous nous sommes fixés. Mais dans ce travail qui, de toute façon, est décisif pour le ou la candidate, quel qu'il soit, faire en sorte que la gauche et le Parti socialiste soient remis en état de crédibilité. C'est en bonne voie et il faut continuer à mener ce travail étape par étape sur chacun des grands sujets sur lesquels les Français souhaitent des propositions. Mais quand même, quand on regarde les sondages, on s'aperçoit que Dominique Strauss-Kahn est très populaire, même plus populaire que Martine Aubry, et très porté par l'électorat de droite. Est-ce qu'à vos yeux, Arlène Désir, ça le rend moins populaire ? Alors, vous voyez comment sont les observateurs attentifs et avisés que vous êtes à essayer de nous amener, sur la base des sondages, qui sont un peu comme les yo-yo de la bourse, qui changent d'une semaine sur l'autre, à qualifier telle ou telle personnalité. Moi, je vous ai dit que chacune des personnalités dont nous parlons est aujourd'hui dans une situation particulière. Et peut-être appréciée pour ce qu'elle fait au poste où elle est. Mais le choix d'un candidat, d'abord, toutes celles et tous ceux qui veulent y prendre part, parce que c'est cela les primaires, tous les Français sont inscrits sur la liste électorale, pourront venir s'exprimer et dire qui leur semble le mieux à même de porter la candidature au nom des socialistes et de l'ensemble de la gauche. Il se fera l'an prochain, et non pas 2 ans avant l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, il faut surtout, encore une fois, avoir de la méthode. Travaillons d'abord sur le projet et choisissons une personnalité pour porter un projet. Et se méfier des déclarations trop audacieuses, Arlène Désir. Alors, question, Gaël. Concernant la personnalité de Martine Aubry, on a vu le week-end dernier, elle a considérablement durci le ton. On a parlé de sortie de route, si je puis m'exprimer ainsi. C'est BNP qui a parlé de sortie de route.
Enfin, l'UMP, c'est pas l'UMP qui a sorti le nom ou la comparaison audacieuse avec Bernard Madoff. Comparer le président de la République. Rétablissons les choses. Martine Aubry n'a pas comparé Nicolas Sarkozy à Bernard Madoff. Elle a fait une analogie entre le fait que Nicolas Sarkozy veuille nous donner des leçons de bonne gestion et le fait que quelqu'un comme Monsieur Madoff prétendent donner des leçons de comptabilité. Donc elle n'a pas dit Nicolas Sarkozy c'est Bernard Madoff, mais elle a dit franchement c'est le moins bien qualifié aujourd'hui des responsables politiques pour prétendre donner des leçons de bonne gestion publique parce que c'est le président qui a le plus aggravé les déficits publics. C'est comme si Bernard Madoff donnait des cours de comptabilité. Avouez que est-ce que c'est au moins une maladresse, non? Mais c'est pas du tout une maladresse, c'est plus qu'une réalité. Aujourd'hui on est dans la situation où le ministre du budget de notre pays dit que la notation de la France... Regardez, François Hollande, par exemple, a critiqué ce recours à une facilité. Non, François Hollande a dit lui-même qu'il considérait que le président de la République, par son comportement, par son vocabulaire, était souvent peu digne de l'attitude qu'on attend d'un président de la République. Moi, j'ai une certaine idée de la République et elle passe par la dignité de celles et ceux qui sont détenteurs des plus hautes fonctions. Et quand on est le président du Casse-toi pauvre con, on s'en souvient, dans un salon de l'agriculture, le président du bling bling, le président qu'emmène Bijard avec lui rencontrer le pape, je crois qu'on n'a pas à faire aujourd'hui la victime effarouchée des critiques qui, effectivement, portent sur une attitude. Quand on s'en prend 15 ans après sa mort à un de ses prédécesseurs, François Mitterrand, je pense qu'on a une attitude qui est assez peu digne de celle qu'on attend d'un président de la République. Confirmer, Harlem Désir, que la formule sur Madoff avait été préparée à l'avance par Guillaume Bachelet en l'espèce et avalisée en petit comité, oui ou non? La formule, elle a été de Martine Aubry. Voilà. Écoutez, la formule a été préparée par Martine Aubry quand elle préparait son discours. Et donc, la formule... C'est pas une improvisation. Non, vous le voyez bien sur les images. Martine Aubry... Mais si Martine Aubry... La faute est encore plus grave. Il faut quand même qu'on rétablisse... Moi, je veux bien qu'on en discute des heures. Je suis pas sûr que ça passionne les Français. Mais enfin, si on confond une analogie et une assimilation... si Martine Aubry avait dit c'est comme si un végétarien nous expliquait comment il faut découper la viande à table, on n'aurait pas dit qu'elle compare Nicolas Sarkozy à un végétarien. Mais elle voulait dire que franchement, il y a quelque chose de totalement incongru à voir aujourd'hui le président de la République, concernant en particulier nos propositions sur les retraites, puisqu'il a parlé de matraquage fiscal avec le Premier ministre, venir nous donner des leçons de bonne gestion. Quand nous avons quitté les responsabilités en 2002, les comptes de la sécurité sociale, ceux en particulier des régimes de retraite, avaient été remis à l'équilibre. Nous avions mené une politique de croissance, nous avions une politique fiscale qui était une politique responsable. Aujourd'hui, on menace le pays d'un plan d'austérité qui non seulement fera reposer tous les efforts sur les Français les plus modestes, mais risque d'aggraver la situation de notre pays, de casser toute chance de reprise, parce qu'on a creusé les déficits à coups de cadeaux fiscaux clientélistes totalement irresponsables. Depuis le bouclier fiscal jusqu'aux exonérations pour la restauration qui n'ont créé aucun emploi, aucune dynamique économique et qui nous mettent aujourd'hui, d'après le ministre du Budget lui-même, sous la menace d'une dévalorisation de la notation de la France pour ses emprunts internationaux. Nicolas Sarkozy, vous en parliez, a dénoncé l'héritage de François Mitterrand. Cela concernait l'abaissement de l'âge de la retraite. Un dogme ou un sujet tabou, c'est quoi selon vous? D'abord, le maintien de la retraite, de la possibilité de partir à la retraite à 60 ans, c'est une demande très large des Français, de leur organisation syndicale d'ailleurs. Vous savez que quand même le Premier ministre et le Président de la République et le ministre du Travail ont indiqué au moment où ils ont annoncé cette réforme des retraites qu'ils allaient prendre le temps de la concertation, que rien n'était décidé, qu'ils écouteraient les syndicats. Alors s'il y a une chose, les syndicats ont des positions un peu différentes sur les différents sujets de la réforme des retraites. Alors s'il y a une chose qui fait la quasi-unanimité des syndicats, je crois tous les syndicats sauf une organisation, la CGC, c'est bien le maintien de la possibilité de partir à la retraite à 60 ans. Bon, donc c'est un attachement qui tient non pas à un dogme, mais à une réalité sociale en France, qui est qu'aujourd'hui... syndicale. Non, mais d'abord, les Français, ils sont attachés, vous le savez, quand on leur demande dans les études d'opinion, leur organisation... À quel âge ils vont repartir, ils ne vont pas contester. C'est pas un dogme, c'est d'abord un attachement des Français à un droit. Deuxièmement, leur organisation syndicale l'ont exprimé. Troisièmement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la possibilité d'avoir une retraite à taux plein dans le système de retraite de notre pays est fondée sur des durées de cotisation. Ces durées de cotisation... elles s'allongent en fonction de l'allongement de la durée de la vie. Mais elles sont
faite de telle sorte que quand on a sa durée de cotisation, aujourd'hui c'est 40 ans et demi, bientôt ce sera 41 ans en 2012, et puis 41 années et demie en 2020, quand on a fait son nombre d'années de cotisation, on estime qu'il est juste, puisqu'on a contribué au financement du système, de pouvoir partir à la retraite. Il se trouve que celles et ceux qui ont commencé à cotiser plus tôt sont souvent celles et ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui ont eu les métiers les plus durs, qui étaient des ouvriers, des employés de base, et qui, eux, vraiment attendent avec impatience, quand ils ont eu leurs annuités de cotisation, s'ils ont 60 ans, de pouvoir partir. Aujourd'hui, plus de 60% des Français... Aujourd'hui, on ne vit pas 100 ans. J'ai entendu que cette référence était évoquée. Aujourd'hui, plus de 60% des Français, quand ils arrivent à l'âge de 60 ans, ils ont... quand ils arrivent, alors dans le futur, quand on vivra 100 ans, on verra. Il n'y a pas de dogme, effectivement, en la matière. Mais dans la réalité, on ne vit pas 100 ans. Et quand on a 60 ans et qu'on a commencé à travailler à 18 ans ou à 19 ans, et que donc on a son nombre d'années de cotisation, souvent on est un ouvrier et on a 7 ans d'espérance de vie moyenne de moins qu'un cadre supérieur. Et donc on aspire à pouvoir bénéficier de ce droit. Donc nous pensons que ce serait la pire des injustices dans cette réforme des retraites que de jouer sur ce levier qui serait de reporter l'âge légal à 61, 62 ou 63 ans, parce que ça veut dire, juste pour finir concrètement... L'âge de départ aujourd'hui effectif moyen. Oui, l'âge moyen... C'est 61 ans et demi. L'âge moyen, c'est une moyenne entre cette grande majorité de Français qui partent à 60 ans parce qu'ils ont leurs annuités, et une partie, à peu près un tiers des Français, qui eux continuent à cotiser, souvent jusqu'à l'âge de 65 ans, qui est l'âge auquel on a une retraite à taux plein, même si on n'a pas eu les annuités. Soit on cotise jusqu'à cet âge-là parce qu'on a envie parfois de continuer à travailler. Nous, d'ailleurs, dans notre plan, nous proposons des incitations plus importantes avec une surcote, pour que celles et ceux qui ont envie et qui doivent pouvoir être encouragés à le faire, y compris en luttant pour l'emploi des seniors, puissent continuer à cotiser plus longtemps. Mais il faut respecter le droit pour ceux qui ont leur annuité ou ceux tout simplement qu'ils choisissent et qui sont usés de partir à l'âge de 60 ans. La France est dans la bonne direction, contrairement aux autres pays européens. Qui reculent tous l'âge de départ. Vous savez qu'on fait parfois la comparaison, par exemple, avec l'Allemagne. Mais en Allemagne, il y a un système qui, en fait, est un peu différent. Il y a un âge légal pour avoir la retraite à taux plein qui a été repoussé, mais il ne le sera que dans les années 2028-2030, à 67 ans. Mais en fait... la retraite à taux plein est basée sur 35 annuités de cotisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, l'âge moyen de liquidation de la retraite des Allemands est de 61 ans,3, alors qu'en France, c'est 61 ans,6. Donc en fait, les Français et les Allemands partent à la retraite à peu près au même âge, mais les mécanismes institutionnels de leur système de retraite et du nôtre sont un peu différents. Alors, moi, je ne dis pas qu'en France, on ne doit pas tenir compte de l'allongement de la durée de la vie. Nous l'avons dit nous-mêmes dans notre plan. Et cela a d'ailleurs été noté par François Fillon à l'Assemblée nationale. C'est un peu étrange qu'il nous le reproche, puisque c'est lui-même qui l'a inscrit dans la loi. Mais nous disons que les efforts doivent être partagés. Et que aujourd'hui, les revenus du capital, les plus hauts revenus, la valeur ajoutée des entreprises doivent aussi contribuer au financement du système de retraite. Parce que si on ne jouait que sur le levier de l'âge, le corps a montré qu'il faudrait qu'en 2050, on parte à la retraite à 70 ou 71 ans. C'est ce qui est un peu une absurdité, parce que ça voudrait dire qu'en fait, on cotise toute notre vie pour ne pas avoir un vrai temps de retraite. Une dernière question sur les retraites. Est-ce que vous réaffirmez que vous reviendrez sur cette réforme si elle est adoptée et si, bien sûr, vous revenez aux commandes? Oui, nous l'avons dit. Si la réforme qui est adoptée est une réforme injuste et inefficace, car aujourd'hui, vous savez que, quand même une situation incroyable, où le gouvernement nous a reproché à nous, pendant des mois, de ne pas avoir présenté de propositions. Nous avons consulté les syndicats, les experts, nous avons présenté nos propositions fondées sur les chiffres du corps, même s'ils sont très pessimistes en matière de croissance. Et on attend toujours les propositions du gouvernement. La seule chose que l'on sait, c'est que le gouvernement s'apprête, il le distille, Jean-François Copé, le ministre du Travail, à repousser l'âge légal de départ à la retraite. Mais vous savez que même s'ils font cela, comme il semble s'y préparer de 2 ou 3 ans, on parle de 62 ou 63 ans, le corps a montré que ça ne financerait pas la moitié du déficit du système de retraite. Encore une fois, s'il fallait financer par des mesures d'âge la totalité, c'est de 8 ou 9 ans qu'il faudrait repousser l'âge de départ à la retraite. Donc le gouvernement, pour l'instant, non seulement se prépare à une réforme des retraites très injuste, pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, mais qui n'est pas financée. Donc oui, nous reviendrons sur cette réforme et nous mettrons en œuvre le plan que nous avons proposé. Vous parlez du corps, je vais vous parler, Harlem Désir, du CARE, puisque la société du CARE, c'est celle que veut défendre Martine Aubry. Comment est-ce qu'elle pourra concilier, est-ce qu'elle peut concilier d'ailleurs d'ores et déjà, cette société de l'attention aux autres et puis un peu ce côté maternant, il faut le dire, et puis le ton très dur qu'elle utilise aujourd'hui dans le combat politique? Alors d'abord...
le CARE, prenons peut-être l'expression en français, la société du bien-être, c'est une autre approche, c'est vrai, que la société du chacun pour soi. Donc nous pensons que face à une politique qui a visé en grande partie d'ailleurs à dresser les Français les uns contre les autres, la France qui se lève tôt contre les chômeurs, au nom de l'identité nationale, les Français selon leur origine ou les Français contre les immigrés, etc. Nous pensons au contraire qu'il faut une politique qui encourage non seulement une action publique qui met en œuvre des actions de solidarité, un État protecteur, un État social rénové, des services publics rénovés, mais aussi... C'est un aspect qu'on reproche aussi souvent à la France, vu de l'extérieur, cet État hyper protecteur, très assisté, etc. Enfin, aujourd'hui, je et sais pas ça ne contribue pas forcément à améliorer l'image de la France, du moins... à l'extérieur, à l'étranger. Oui, enfin, je voudrais juste vous faire remarquer que l'un des grands événements en matière de conception de l'État et des politiques publiques de ces 2 dernières années, et même de cette dernière année, c'est que les États-Unis ont enfin décidé d'adopter un système d'assurance maladie, de sécurité sociale pour les 45 millions de personnes qui n'étaient pas protégées. Avouez qu'il y a un océan Atlantique et il y a un océan aussi Une des leçons de la crise, ça a quand même été que les pays dans lesquels il n'y avait pas d'amortisseurs sociaux, dans lesquels il n'y avait pas de système de solidarité, dans lesquels les services publics n'étaient pas développés, étaient des pays qui étaient beaucoup plus exposés, beaucoup plus fragiles. Et qu'on a besoin aujourd'hui, y compris face à une mondialisation et à une économie très brutale, très dérégulée, d'avoir justement une protection pour les individus. Alors ça s'accompagne aussi de l'encouragement à l'attention portée aux autres. Oui, nous voulons une société de solidarité. Par exemple, face au problème de dépendance que va créer le grand âge, eh bien, il faut à la fois, et nous avions créé l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, créer des services sociaux et publics d'accompagnement, souvent ce sont nos collectivités locales qui les mettent en œuvre, mais aussi encourager, c'est vrai, par les associations, par l'engagement individuel, la prise en charge de cette solidarité. Donc, encourager une société de solidarité, ça fait partie d'une vision de société nouvelle. Allez, dernière question, il reste quelques minutes. On évoque l'autre morceau de choix de la rénovation du Parti socialiste, Harlem Désir, avec les primaires, c'est le non-cumul des mandats. Est-ce que vous pouvez rassurer les sénateurs socialistes qui estiment que cette mesure, c'est pour eux se tirer une balle dans le pied dans la perspective d'une éventuelle alternance au Sénat en 2011 ? D'abord, je crois que tous les socialistes souhaitent la conquête du Sénat, mais que la conquête du Sénat, elle n'est pas liée au fait qu'on maintienne ou pas du cumul. Elle est liée aux résultats d'abord des élections cantonales qui vont se dérouler au mois de mars prochain, puisque les conseillers généraux seront des grands électeurs, et aussi à notre capacité à convaincre beaucoup de conseillers municipaux, c'est l'essentiel du corps électoral pour les sénateurs. C'est plus facile, en principe. Oui, mais par exemple, moi je pense que la campagne que nous avons menée pour la Poste, pour la défense du service public de la Poste, son maintien contre les risques de la privatisation dans tous les territoires ruraux, a beaucoup plus d'importance pour mobiliser les électeurs qui ensuite sont les grands électeurs, sont des conseillers municipaux. La notoriété personnelle des sénateurs sortants. Non, mais la notoriété personnelle des sénateurs sortants n'est pas liée au fait d'être cumulard. À cet égard, je voudrais vous dire que je comprends qu'il y ait des résistances. Ce que nous essayons de faire, c'est non seulement de promouvoir, on va déposer une proposition de loi, d'ailleurs à l'Assemblée nationale, des limitations nouvelles au cumul des mandats par la loi, mais malheureusement la majorité s'y oppose. Mais nous le ferons en 2012 si nous l'emportons et si nous avons une majorité. Mais c'est aussi montrer l'exemple. Mais voilà, c'est aussi l'exemplarité. Je crois qu'un parti politique qui met en œuvre par son comportement les réformes qu'il souhaite pour la société, quand il peut le faire, nous l'avions fait pour la parité, eh bien, en fait, je pense qu'il donne du crédit à Martine Aubry va tenir bon face aux sénateurs. Vous parliez mais oui, bien sûr, parce que vous parliez, mais en discutant avec eux des situations peut-être difficiles du calendrier. Mais oui, nous allons tenir bon. Pourquoi ? Parce que on nous dit la notoriété est liée au cumul. Je ne crois pas. Il y a beaucoup de personnalités dans la vie politique, et en particulier au Parti socialiste, qui n'ont aucune difficulté à s'exprimer, à exister dans la vie politique sans cumuler. Bertrand Delanoë, Martine Aubry, Ségolène Royal, et même dans la nouvelle génération, Vincent Payon, Benoît Hamon, votre serviteur. Encore beaucoup et donc, discuter, je crois que les sénateurs qui aujourd'hui seront candidats, c'est pas parce qu'ils sont ou pas en situation de cumul qu'ils gagneront, c'est parce qu'ils sont appréciés pour leur travail politique, qu'ils soient parlementaires ou qu'ils soient d'élu local. Il faudra encore beaucoup discuter avec eux. Et on va le faire. C'est le corporatisme, vous avez parlé de cumulard. J'ai pas parlé de cumulard. Vous avez cité le mot de cumulard. Et je vous assure, c'est la conviction de la majorité de nos élus que ce changement est nécessaire et qu'il est y compris propice à de futures victoires. Allez, il faudra encore pour vous et pour Martine Aubry convaincre les sénateurs socialistes qui sont tous vent debout, je vous le rappelle. Harlem Désir, merci. C'est la fin de cette émission. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Il prépare déjà sa candidature pour 2017, cherche à se démarquer de Nicolas Sarkozy et serait un des seuls ténors de la majorité à avoir passé avec succès l'épreuve des régionales. Comment s'y prend-il et quels sont les ingrédients de son style? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien tout honneur Jean-François Copé. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. Publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité. Question d'info en partenariat avec l'AFP et France Info, c'est dans un instant. Nous n'avons pas su déceler l'ennemi dans nos rangs. La trahison et la mort sont inséparables de la Révolution. Nous savions pourtant. C'est notre tour de connaître la trahison et la mort pour que la Révolution continue. L'autre séance, l'émission cinéma de LCP, vous propose en juin un classique qui fit l'événement lors de sa sortie, L'aveu de Costa Gavras. Avec en tête d'affiche Yves Montand et Simone Signoret, le film dénonce implacablement les crimes du stalinisme. Il est emblématique d'un cinéma politique et engagé qui s'attaque aux sujets brûlants. Pourquoi les réalisateurs français ne sont-ils pas plus nombreux à s'engager sur ce terrain? Ces films-là sont-ils difficiles à tourner? Assiste-t-on en 2010 à la résurgence de ce cinéma? Autant de questions que je poserai à mes invités. L'autre séance, c'est vendredi à 23h30. Chers délégués juniors, vous avez sûrement dû remarquer que certains Français n'avaient pas de logement. Nous avons choisi le thème de la place et du rôle des médias dans la société. 577 enfants réunis à l'Assemblée nationale. Des écoliers de CM2 qui viendront dans l'hémicycle pour faire aboutir la loi qui compte pour eux. Le temps d'une journée, découvrez la politique vue par des apprentis députés très impliqués. Un événement à vivre en direct, samedi à 10h30 et 14h30. Bienvenue à Question d'Info. Le ton monte entre le PS et l'UMP. Est-il possible de réformer en polémiquant? Et puis, la droite recherche-t-elle vraiment le dialogue? Invité de Question d'Info aujourd'hui, Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP. Et à mes côtés, pour vous interroger, Monsieur Bertrand, Sylvie Maligrand de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info. Bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer le raid israélien sur la flottille pro-palestinienne, quel sentiment est-ce que ça vous inspire? Est-ce que la France et l'Europe ne sont pas réduites à l'impuissance? Je n'ai pas ce sentiment. La condamnation a été très large. La condamnation de la France a été très claire. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce soit le processus de paix qui soit la priorité pour tous. C'est l'élément indispensable. Et je crois que dans cette partie du monde, ce n'est pas un enjeu régional. C'est un enjeu beaucoup plus que réduit à cette seule région. Chacun a envie de voir le processus de paix reprendre toute sa place et toute son importance. Est-ce que d'un mal peut sortir un bien? Il ne s'agit pas de ça. Bien évidemment, s'il y a eu la condamnation avec en plus des pertes humaines, c'est un drame. On pense aux familles, ces personnes qui ont disparu. Et chacun l'a dit, le président de la République l'a dit très clairement. Ça a été rappelé aussi par François Fillon hier dans l'hémicycle, avec des mots très forts, avec des mots très justes. Je crois que ce qui est important, c'est de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé et ne pas perdre de vue que c'est le processus de paix, la priorité des priorités. Toute la lumière de quelle manière? À travers une enquête internationale ou une enquête israélienne?